ce premier rendez-vous avec l'histoire, la date du 18 mars 1871 a semblé être un choix opportun en cette année de son 50e anniversaire de la Commune de Paris. Pour appréhender cet événement, il est nécessaire de repartir au mois de septembre 1870. La guerre a été engagée avec la Prusse depuis le 19 juillet. Et après la défaite de Desedan et l'abdication de l'empereur le 2 septembre, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris le 4 septembre 1870. La ville de Paris, alors, n'a pas de conseil municipal. Elle est gouvernée directement par un préfet de police. En même temps est constitué un gouvernement de défense nationale, dit le gouvernement des Jules, parce que s'y retrouvent Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, et y est adjoint Léon Gambetta. Paris, alors, est une ville à forte croissance démographique. Elle est passée de 12 à 20 arrondissements en 1860, et sa population atteint déjà presque 2 millions d'habitants. À côté des beaux immeubles des quartiers haussmanniens, les faubourgs fourmillent d'ateliers et Paris mérite le nom alors d'être une ville industrieuse et populaire. C'est aussi une ville ouverte aux idées républicaines et s'y côtoient des militants issus de l'époque révolutionnaire, jacobins, blanquistes, mais aussi des militants d'une espèce nouvelle, les internationalistes, socialistes et anarchistes. Des journaux militants vont alors apparaître et de nombreux clubs vont s'ouvrir. La République avait décidé de lever en masse tous les hommes valides, non mobilisables, pour former la garde nationale. Moyennant quelques exercices militaires et une solde de 30 sous par jour par homme, ils formaient des bataillons prêts à défendre la capitale. Au sein des bataillons se constituèrent des comités de vigilance et ces comités de vigilance désignèrent des délégués qui formèrent le comité des 20 arrondissements qui va jouer un grand rôle pendant toute la période de la Commune de Paris. Parmi les noms qui constituent ce comité des 20 arrondissements, on relève celui de Edmond Rosely-Mollet, ingénieur civil, chef de bataillon de la Garde nationale, représentant le 11e arrondissement. Il est né Luc Mollet à Belay en 1842. Son père, Anthelme Rosely-Mollet, avocat à Belay, a été élu député de la Seconde République en 1849 et proscrit après le coup d'État du 2 décembre 1851 où Napoléon s'installe, Napoléon III, empereur des Français. Au fur et à mesure de l'accumulation des défaites pendant l'automne 1871, la méfiance s'accroît à l'encontre du gouvernement, qui devient gouvernement de la défaite nationale. Et alors que les obus tombent sur la capitale, puisque les Prussiens sont aux portes de Paris, l'hiver s'installe dans un froid très rigoureux et une misère extrême. 3 signaux d'alerte vont alors apparaître. Le premier, c'est le placardage dans la nuit du 5 au 6 janvier 1871 par le comité des 20 arrondissements de la Garde nationale. Une affiche rouge qui va dénoncer l'attitude du gouvernement, l'attitude de défaite du gouvernement et qui va appeler à la formation d'une commune de Paris. Edmond Rosely-Mollet fait partie des 140 signataires. Le deuxième élément, c'est le 28 janvier, après la capitulation et l'armistice qui est imposé par le chancelier Bismarck,
avec des conditions draconiennes, un sentiment d'impuissance et de trahison qui s'empare de la capitale. Les conditions de l'armistice sont en effet très dures pour la France. On va qualifier la paix de honteuse et hideuse. Il s'agit de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, de la possibilité pour l'armée prussienne d'entrer dans la capitale et également du paiement d'une rançon de 200 millions de francs. La seule concession qui a pu être arrachée, c'est que la garde nationale conserve ses armes. Le troisième élément, c'est la tenue d'élections élections législatives qui vont avoir lieu le 8 février 1871, parce que le roi de Prusse, récemment proclamé empereur d'Allemagne, va vouloir négocier avec un gouvernement régulier. Le résultat des élections fut la constitution d'une assemblée nationale, chambre introuvable, avec 360 monarchistes et tout juste 150 républicains, et la formation d'un gouvernement dont le chef de l'exécutif sera Adolphe Thiers, un libéral conservateur. À Paris, parmi les 17 députés qui ont été élus, il faut citer les Républicains, Louis Blanc, Victor Hugo, Garibaldi, Ledru-Rollin, Gambetta, auquel s'adjoint le radical Clemenceau. Lorsque la décision a été prise par l'Assemblée nationale d'aller s'installer à Versailles, la ville des rois, la guerre semble déclarée entre la capitale et sa banlieue versaillaise. À Paris, la fièvre est montée tout au long du mois de février. Les clubs ont repris une intense activité et de nouveaux journaux sont apparus, comme par exemple Le Cri du Peuple, fondé par Jules Vallès le 22 février 1871, et un certain journaliste, Albert Calais, va lui apporter son soutien financier. Pourquoi parler d'Albert Calais ? Parce qu'en 1883, à Belay, il épouse Julie Munier et vient s'installer dans la maison qu'elle possède à Virieu-le-Grand. Alors, le mot d'ordre de Thiers, le chef du gouvernement exécutif, est simple: soumettre la capitale. Et pour cela, une opération militaire est décidée. Elle a lieu le 18 mars 1871. Il s'agit en particulier de récupérer les quelques 271 canons de la garde nationale qui souvent ont été acquis par souscription populaire. Jean-Pierre Chabrol a consacré un livre, un roman, Le canon fraternité, à ce phénomène. L'entrée de l'armée s'était faite sans encombre au matin du 18 mars, mais à la butte Montmartre, des femmes vont s'interposer et vouloir protéger les canons. L'armée ne va pas résister, elle va pactiser avec les rebelles patriotes. Le même événement et la même scène va se répéter dans tous les quartiers de la capitale. Et à 22h, la foule s'installe à l'hôtel de ville et va commencer ce qui est ni une insurrection, ni une révolution, mais l'amorce d'une utopie, celle de la République de Paris, d'une démocratie directe qui va durer 72 jours. Voulant choisir la voie de la légalité, les députés de Paris vont se déplacer à l'Assemblée nationale au lendemain du 18 mars pour présenter un programme de réforme et autant de propositions de loi. Devant le rejet de cette démarche, des élections sont alors décidées et elles auront lieu le 26 mars pour constituer le Conseil général de ce qui sera la Commune de Paris. À vrai dire,
la tâche est immense, car tout en s'efforçant d'assurer le fonctionnement de l'énorme machine administrative qu'est la capitale, des commissions, au nombre de 9, vont se constituer pour élaborer tout un programme de réformes. Immédiatement, des réformes d'urgence, comme le moratoire des loyers ou la réquisition des logements et ateliers vacants, mais aussi des mesures phares, comme l'abolition de la conscription, la suppression du budget des cultes, préfigurant une séparation de l'Église, des églises et de l'État. D'autres projets étaient en cours, comme la laïcisation des écoles, la réorganisation de la justice avec des jurys élus. Le peintre Courbet avait constitué une fédération des artistes qui se donnait pour tâche la libre expansion de l'art dégagé de toute emprise de l'État. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'art était officiel et c'est pourquoi des revendications de salons des indépendants vont s'élever et vont pouvoir voir le jour à partir de 1884. Bien sûr, souvent, les débats s'enlisaient dans des querelles partisanes. Surtout, l'essentiel restait la lutte contre Versailles et la protection de Paris, en appliquant un principe simple et expéditif: tout ce qui n'est pas avec nous est contre nous. La défense de Paris, à l'époque, passait par une ligne de forts au sud de la capitale: Ivry, Montrouge, Châtillon, Vanves, ici. Ils vont tous tomber à partir d'avril 1871. Le délégué à la guerre de la Commune de Paris va alors imaginer l'édification d'une ligne de défense intérieure constituée de barricades que l'on peut qualifier de savantes, par opposition aux barricades spontanées qui étaient apparues encore le 18 mars 1871 et qui étaient formées par des empilements de pavés et d'objets hétéroclites. Le point faible de la défense de Paris était au sud-ouest de la capitale, justement dans la direction de Versailles, ce qu'on appelait la poterne du point du jour. C'est là que le directeur du génie insurgé, ce titre lui a été donné par le journal officiel de la Commune le 2 mai 1871, qu'est Edmond Rosely-Moley, dont nous avons déjà parlé, a élevé un véritable monument réputé inattaquable. Pourtant, le 21 mai, c'est par là que l'armée va entrer dans Paris, tout simplement en le contournant. Durant une semaine, du 21 au 28 mai, les combats font rage. C'est la semaine sanglante où les loups sont entrés dans Paris. Elle a laissé un lourd bilan de quelques dizaines de milliers de morts et un tiers des bâtiments de la capitale en feu. Ensuite, ce fut le temps de la justice légale. 24 conseils de guerre allaient siéger pendant 4 ans et prononcer à l'encontre des quelques 36 000 personnes suspectes et arrêtées des peines allant de la condamnation à mort aux condamnations aux travaux forcés, à la déportation en enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie et également à des peines de prison. Le nombre des suspects, personnes arrêtées, avait été fortement surestimé, puisqu'il y eut 22 000 ordonnances de non-lieu et 2 445 acquittements. Il faut ajouter, bien sûr, les quelques 3 300 condamnations par contumace pour ceux qui avaient pu fuir à l'étranger. Parmi ces condamnés, citons les 2 protagonistes que nous avons déjà rencontrés: Albert Calais,
fut condamné à 3 ans de prison. Quant à lui, Edmond Rosely-Mollet, qui avait choisi l'exil en Suisse, fut condamné par contumace à la déportation en enceinte fortifiée. Ayant bénéficié d'une grâce amnistiante en 1879, il choisit de revenir dans son département natal, de l'Ain, et put être élu député en août 1881. Il faut dire que le souvenir de la Commune est souvent source de conflits et d'oppositions violentes. Pourtant, une résolution a été adoptée le 29 novembre 2016 par l'Assemblée nationale en faveur des victimes de la répression de la Commune de Paris. Elle souhaite que la République rende hommage et dignité aux victimes, femmes et hommes qui ont combattu pour la liberté et réhabilite toutes les victimes de la Commune. Pour aller plus loin et pour retrouver Edmond Rosely-Mollet, il sera possible de lire l'article qui va lui être consacré dans le numéro 108 de la revue Le Budget, qui est à paraître.